C'est parti. Bon, bonjour et merci à tout le monde et bienvenue pour cette réunion sur les achats responsables. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Sandrine Maizano. Je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous. Pour faire court, je suis un ancien dirigeant d'entreprise. J'ai dirigé des PME et des ETI pendant une vingtaine d'années. J'ai notamment dirigé les opticiens Chris pour ceux qui portent des lunettes et qui ont des petits soucis de vue. J'ai été aussi pendant plus de 5 ans dans le bijou et la montre et j'ai été aussi dans les arts de la table chez Guy Degrenne. Voilà. Et depuis 8 ans, je suis complètement engagée, impliquée sur les questions d'intérêt général et de RSE, en faisant un choix complètement assumé qui est plutôt de travailler sur des cibles par l'angle de la sensibilisation, de la formation et de l'enseignement. Donc, en fait, je travaille avec les petits-enfants en étant conseillère en stratégie au sein d'une fondation que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Fondation La Main à la Pâte et qui permet dans le primaire et le collège d'outiller les enseignants pour qu'ils fassent des activités scientifiques avec les enfants. Et il n'y a pas mieux que de faire des activités scientifiques sur l'eau, l'air, ou l'énergie, par exemple, pour leur faire comprendre le monde, les sensibiliser aux enjeux de développement durable et préparer à la citoyenneté engagée. Voilà, ça, ma deuxième cible, c'est les futurs décideurs, où j'ai vraiment le sentiment d'avoir un vrai braquet d'action. Et c'est ce qu'expliquait Charles, c'est-à-dire que j'ai choisi d'intervenir sur des niveaux MBA, Master of Science ou programme grande école, puisque j'interviens dans les grandes écoles, sur des garçons et des filles qui demain seront futurs décideurs, soit parce qu'ils seront des dirigeants, soit des directions financières, des directions marketing, des directions achats ou logistique. On va parler d'achat ce matin. Voilà, donc c'est un choix assumé de faire le pari, de travailler sur la nouvelle génération. Je forme à peu près plus de 300 étudiants par an, ce qui est beaucoup. Ce n'est pas des conférences, hein, c'est vraiment de l'enseignement. J'ai une autre cible dans laquelle j'évolue beaucoup, c'est le monde des fondations. Le Centre français des fonds et fondations qui rassemble plus de 350 grands acteurs, fonds de dotation ou fondations ou fonds de dotation en France. Voilà, je suis avec eux depuis maintenant 8 ans. Et notamment une grande initiative, si ça vous intéresse, c'est la coalition des fondations françaises pour le climat. Et puis, je me suis aussi beaucoup engagée auprès de la société civile en ayant pris un mandat qui m'accapare beaucoup. J'ai la vice-présidence du comité 21, qui est une grande association lancée après le sommet de Rio 92 par Simone Veil, Bettina Laville et Huguette Bouchardot. On vient de fêter là, à l'UNESCO le 18 mai les 30 ans de Rio. J'avais le plaisir de modérer une table ronde avec un ancien président du Brésil. C'était assez étonnant d'écouter ce qu'il nous disait sur ce qui se passe au Brésil en ce moment. Voilà, donc je suis très investie parce que le comité 21, c'est un acteur qui est aussi près des entreprises que des associations, que des collectivités, l'ESR, l'enseignement supérieur à la recherche, et bien sûr les citoyens. Voilà, donc ça m'occupe beaucoup et j'ai la chance finalement de travailler dans différents réseaux et je fais beaucoup de mise en relation et de facilitation. Et bien entendu, quand j'ai repéré Charles, son équipe et Positive Workplace, étant habitué à sentir les choses ou avoir la vision du dirigeant, il m'a semblé que c'était une initiative tout à fait pertinente et la suite l'a démontré. Voilà, donc je suis parmi vous ce matin, comme Charles me l'a proposé, c'est d'avoir une séance ensemble pour faire un focus sur les achats responsables. Et je vous ai préparé une petite intervention, vous allez voir. Bon, ça n'a pas la prétention d'être un cours qui prend plusieurs heures, mais c'est une séance de sensibilisation tous ensemble pour bien se mettre à niveau et bien comprendre qu'est-ce que c'est que les achats responsables et qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui, donc avec un cadre que je vais vous rappeler. Et comment dit-on, le levier qu'il constitue dans la politique RSE d'une organisation, d'une entreprise plus en particulier, puisque là j'ai l'impression que j'ai des acteurs de la presse. Voilà, donc ça est vraiment l'objet de cette petite heure que l'on va passer ensemble. Super. Florian, peut-être tu peux introduire un peu le sujet, puis on te relaissera la main du coup, Sandrine, pour dérouler. N'hésitez pas, l'objectif, c'est que je vois toutes les caméras et micros éteints. N'hésitez pas à intervenir. Le but, c'est que ce soit interactif. C'est pas un cours descendant. Alors, ça peut s'en rapprocher, mais vraiment, n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure. Posez vos questions, que ce soit Sandrine ou nos équipes essaieront d'y répondre à vos problématiques aussi du quotidien. Il faut vraiment qu'il y ait un bon lien entre l'inspirationnel et le pratique. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous voyez bien mon écran. Il n'y a pas beaucoup de slides, Ouais. ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour mettre un peu en perspective et puis voir quels sont les enjeux des achats responsables dans l'industrie. À savoir que le premier chiffre, c'est que 50%
des achats, le poids des achats, pardon, de manière générale, représente 50% du chiffre d'affaires dans les entreprises, notamment de l'industrie. C'est un chiffre de l'ADEME. Et donc, les achats responsables, c'est trois leviers. D'abord, c'est un axe d'amélioration de la performance économique, et on pourra le voir avec un cas très concret de Manitou. C'est un axe d'amélioration de la productivité. Et puis, finalement, et peut-être surtout, c'est un axe d'amélioration de votre impact, qu'il soit environnemental, social ou même local. Et donc, l'ADEME avait lancé une expérimentation auprès d'une vingtaine d'entreprises. Et je vous ai pris le cas de Manitou. L'idée, c'était de voir si mettre en place des achats responsables, c'était rentable pour les entreprises. Et Manitou, dans sa démarche, cherchait trois objectifs. Son premier objectif, je pense que vous êtes assez sensible à ce sujet-là, c'est la diminution des emballages. Le deuxième objectif, c'était de pouvoir sécuriser les approvisionnements. On voit bien qu'aujourd'hui, notamment dans le papier, je crois que le sujet est chaud bouillant. Et puis le troisième point, c'est de diminuer les non-conformités. C'est-à-dire que ce qu'ils pouvaient recevoir, notamment, vous allez voir, les batteries connaissaient de nombreuses non-conformités. Et donc, ils ont mis en place quelques actions afin de diminuer ces non-conformités et du coup d'augmenter leur rentabilité. Sur la diminution des emballages, ils ont mis deux actions très concrètes. D'abord, ils ont mis en place un circuit de rotation des emballages avec leurs fournisseurs, c'est-à-dire que les fournisseurs récupéraient les emballages pour les réutiliser, première source d'économie financière. Ils ont co-conçu avec leurs fournisseurs des emballages gerbables, c'est-à-dire superposables, un peu en dur, alors qu'ils transportaient habituellement plutôt de manière séparée ou qui s'affaissait. Du coup, ça leur a permis de gagner de la place en termes de stockage et puis de diminuer la rotation des bennes. Le deuxième point, c'était de sécuriser leurs approvisionnements. Et pour ce faire, ils ont mis trois actions en place. D'abord, intégrer des critères RSE dans la sélection des fournisseurs, ce qui leur a permis d'en écarter et puis aussi d'aller sourcer des nouveaux fournisseurs, les accompagner notamment dans leur démarche d'innovation et puis partager les gains de productivité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des fournisseurs peut-être de fournir moins d'emballage et en même temps leur dire du coup, je te paye moins alors que tu as fait un effort. L'idée, c'était aussi que ce soit du gagnant-gagnant. Enfin, sur le dernier point qui était les non-conformités, ils ont mis en place deux actions. N'avoir plus qu'une seule référence pour les usages standards. Manitou utilisait des batteries et je ne sais plus, ils avaient une quarantaine de références différentes pour le même usage. Et donc, ils ont restreint à une seule référence, ce qui leur permettait aussi de travailler de façon un peu plus proche de leur fournisseur. Et puis, un point qui n'était pas inintéressant, c'est qu'au début, ils montaient les batteries au moment de la fabrication. C'est-à-dire qu'ils stockaient les batteries et montaient les batteries. Ils ont changé leur process et en fait, ils ont monté les batteries lors de la livraison, ce qui permettait de contrôler de façon immédiate la qualité des batteries et de faire du renvoi. Donc, limiter les non-conformités au maximum. Les conséquences ou les impacts positifs, ils sont triples. D'abord, une baisse des déchets, de manière générale, 30% de déchets en moins, 1100 palettes par an en moins, et puis des économies financières, parce que je pense que quand on met en place les achats responsables, on a souvent cette impression que les achats responsables coûtent plus cher que des achats conventionnels ou traditionnels, mais ils ont fait 3 500 € d'économie annuelle. Voilà. Donc, voilà un peu, c'était le cadre de Kiloutou. Je ne voulais pas empiéter sur ce qu'allait dire Sandrine, mais c'était pour rentrer directement dans le sujet et d'avoir des enjeux qui vous touchent, les emballages, l'approvisionnement et puis certainement les non-conformités dues aux achats. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie-là, mais en tout cas, sachez qu'on vous enverra le lien, mais l'ADEME a fait 16 fiches de ce type-là, des industriels, du service et du commerce pour démontrer que c'était rentable. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Je pourrais vous les envoyer en même temps que la vidéo. Peut-être je peux faire un complément sur ce que tu viens de dire, Florian, et qui fera un peu résonance avec ce que je vais dire plus tard. Mais il y a deux éléments que tu as soulevés ici qui sont très importants. Le premier, c'est que la RSE, on n'en fait pas parce qu'on aime les abeilles, les arbres et les dauphins. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants. On ne fait pas simplement parce qu'il y a une réglementation qui nous l'impose et on se met en compliance. Mais à un moment donné, il y a un shift à faire dans sa tête parce que la RSE doit être pensée comme une source d'opportunité et que ça signifie deux choses. D'abord, il faut remettre en perspective l'importance des indicateurs de suivi. Donc, c'est la notion d'impact. Et donc, dès qu'on met en place des indicateurs de suivi, et pas forcément des indicateurs extra-financiers, les indicateurs économiques de base montrent qu'effectivement, on fait des économies substantielles, on arrive à réduire
des coûts, à optimiser des process. Et là, c'est du sonnant et du trébuchant. Donc ça, c'est bien l'exemple qui est redonné par Manitou ici. Et l'autre aspect, c'est la problématique d'échelle de temps. Le dirigeant dans une entreprise a toujours un problème d'échelle de temps, c'est-à-dire qu'effectivement, on attend des résultats très, très court-termistes. Mais en fait, quand on met en place de la RSE, la rentabilité de la RSE, elle doit s'inscrire dans un schéma global où on réintègre le retour, ce que j'appelle le retour sur engagement, pas le retour sur investissement, sur la notion de court terme, de moyen terme et de long terme. Voilà, donc c'est bien que tu l'aies mis en avant, c'est cette perspective de savoir attendre que les choses arrivent. Et là, après, il faut savoir attendre et mettre en attendant des éléments qui montrent que l'entreprise tient la route et qu'elle est pérenne jusqu'à ce que ces éléments de rentabilité arrivent. Voilà. OK, merci pour cet exemple de Manitou qui fait, je vais dire, une mise en bouche par rapport à ce que je vais dire. Alors moi, j'ai juste eu besoin d'une chose. D'abord, je ne sais pas enseigner devant des écrans noirs, je suis vraiment désolée. Donc, j'ai vraiment besoin que pendant quelques minutes, au moins, s'il vous plaît, vous me laissiez des écrans allumés parce que je m'adapte à mon auditoire. Donc, si je vois des sourcils qui se soulèvent ou des sourires ou des gens au contraire qui ont… Voilà, là, je sais que je suis dans le rythme, sinon je ne peux pas avancer. Et l'autre aspect, en fait, j'aime bien aussi adapter mon discours, sinon je vais vous faire un truc ennuyeux. Là, dans les profils qui sont présents autour de l'écran, au niveau des achats, qui est dans les achats et donc, pour ne pas être trop dans la redite. Donc, est-ce que vous pouvez laver la main, ceux qui sont dans les achats? Moi. Alors, je vois Aubalan, je ne connais pas le prénom, moi je fonctionne à l'américaine. Audrey Ballandreau, je suis responsable des achats du groupe Centre France. OK. Y a-t-il d'autres acheteurs dans la salle? OK, d'accord. Audrey, peut-être je vais redire des choses que vous connaissez, il ne faudra pas m'en vouloir, mais voilà, je fais une petite mise à niveau. Et si vous en êtes d'accord, je vais attaquer avec mon support. Alors, soyez pas étonnés, j'ai 2 écrans pour mieux vous voir. Voilà, et je lance tout de suite le partage d'écran. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Attends, Donc là, bouge pas, Sandrine, je m'en notification. occupe. Merci, Florence. Rentrer. Hop, non, là, c'est bon. Alors, je retente, parce que tout à l'heure, il ne voulait pas. Ça y est, c'est good. Partager. Voilà. Normalement, on devrait être sur ce slide-là. C'est parfait. Non, là, on voit ton écran, ton bureau. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Voilà. Est-ce que c'est bien? Super. Ouais, super. Super. Donc, on est dans une séquence de sensibilisation sur la RSE qui se met en regard, pour moi, des fonctions clés, dont les achats responsables, qui sont pour moi une fonction vraiment essentielle aujourd'hui. Donc, le programme, c'est après l'introduction de Positive Workplace, je voulais faire un petit round table, mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le niveau, voilà, qui est acheteur dans la salle, mais comme je vois que le temps avance, si vous voulez tenir les délais, on va avancer. Donc, je vais faire un petit focus sur les rôles de l'acheteur responsable, le cadre référentiel, et puis réfléchir avec vous sur les interfaces et les enjeux avec l'équipe RSE. Et puis, enfin, on fera peut-être un tour de table des pratiques de chacun ou de ce que vous projetez. Et puis, j'ai éventuellement 1 ou 2 exemples qui viendront compléter ce qui a été présenté par Florian. Donc, on vient de passer la séquence intro faisons connaissance et je viens de vous présenter le programme. Alors, quand on parle d'achat responsable, déjà, qu'est-ce que c'est que le concept des achats en termes de contexte, périmètre et d'évolution? C'est vraiment l'éclairage que je voudrais vous apporter ce matin. D'après vous, la fonction achat, alors je ne sais pas trop qui est devant moi, mais est-ce que vous avez des notions de base? Et bien sûr, Audrey va avoir la gentillesse de se taire. Est-ce que vous avez des notions de base sur la fonction achat? Qu'est-ce que c'est que les achats dans une entreprise? À part le fait que ça représente 50% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un service achat dans une entreprise? Pour donner de la cohérence, peut-être faciliter, pardon, je ne me suis pas présenté, Raphaël Poujon, groupe Centre France, notamment sur innovation et RSE. Pour donner de la cohérence, faciliter des économies d'échelle aussi. Voilà. Ouais, bien, allons-y. Sécuriser les approvisionnements. Ouais. Elle est où la fonction achat dans l'entreprise? Direction financière. Direction industrielle, commerciale.
Hein? J'ai Audrey qui me glisse des réponses. Il ne faut pas que je regarde ce que tu m'envoies, Audrey, comme réponse. Il y a de la solidarité, j'adore. D'autres idées? Bah, je pense que c'est au niveau de tous les services, parce que nous, on est au niveau de la communication, le marketing, on fait des achats aussi. Ça me va bien comme réponse aussi, Hélène, effectivement. C'est quoi un acheteur? À quoi, d'après vous, il est formé, l'acheteur? Parce qu'il y a des formations aux achats, hein, dans les écoles de commerce notamment. Il y a de la négociation, non? Ouais. Il y a de la compréhension des enjeux, de la prise de brief, enfin de la traduction de ce qu'imagine être l'enjeu ou l'objectif de la personne qui a besoin de quelque chose pour le traduire dans une réalité à acheter. Ok, c'est pas mal. On voit bien que l'intelligence collective, quand on se met à plusieurs à réfléchir, ça marche pas mal. C'est pas qu'un cost killer, hein, l'acheteur. Non. Voilà. Et parfois, c'est l'image qu'on en a. D'autres éléments de complément, vous voulez apporter? Alors, c'est difficile de parler de l'acheteur en général, donc on va en parler en général, c'est comme les statistiques qu'on moyennise, hein, d'accord? Parce que je peux vous dire qu'un acheteur dans une start-up, dans une PME, dans une ETI et dans une TGE, dans une très grande entreprise, ce n'est pas du tout la même chose. Les organigrammes ne sont pas les mêmes. On peut avoir une direction achat dédiée dans une entreprise d'une certaine taille, alors que parfois dans d'autres structures où les gens sont plutôt polyvalents, on va avoir un acheteur qui parfois se met même en situation de vendre. Voilà, donc c'est un peu compliqué de réduire la fonction des achats à un seul type de métier. Néanmoins, on va essayer quand même ensemble de faire un tour d'un certain nombre d'aspects. Alors d'abord, je voudrais revenir sur un élément important. C'est qu'aujourd'hui, la fonction achat constitue souvent en amont de l'entreprise, elle vient se mettre au cœur de ce qu'on appelle la supply chain. Alors, je ne sais pas si vous avez des notions sur la supply chain, mais la supply chain, ça va être chain, comme son nom en anglais l'indique, c'est toute une ligne qui ne comprend pas la logistique, comme on a eu tendance pendant des années à réduire la vision de la supply chain, mais on y intègre les achats. C'est-à-dire que les achats, il y a 3 volets. Il y a le volet amont, il y a le volet intermédiaire et il y a le volet aval. Sur le volet amont, c'est toute la partie où on va sélectionner de la matière première, on va sélectionner des fournisseurs, on va être impliqué dans l'éco-conception des produits. Et là, je m'adresse à un public, je ne sais pas où vous en êtes dans votre niveau de RSE, mais quand je vous parle d'éco-conception, qui est un des éléments notamment dans l'économie circulaire, je pars du principe que vous avez des bases. En amont, on va s'intéresser aussi au process de fabrication des matières premières. On va s'intéresser aussi au recyclage des produits parce que des produits recyclés peuvent venir en amont d'une chaîne de management de supply chain. Et donc, ça, c'est l'amont. En intermédiaire, on va être au cœur de la prod, dans la production de services, de biens, de produits, dans la gestion de cette phase, c'est-à-dire tout un ensemble d'infrastructures, de bâtiments qui vont se mettre au service de cette étape-là. On va parler par exemple d'éco-usines, on va parler d'une optimisation de la gestion des bâtiments, notamment dans les flux. Et dans cette phase intermédiaire, on est très vigilant sur des notions de performance durable, de management durable des équipes. Et puis, il y a l'aval, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a conçu les biens, les services, à un moment donné, on les amène jusqu'au consommateur final. On peut être en B2B ou on peut être en B2C. Je ne vais pas vous faire un cours complet. Mais donc, derrière, on va y mettre des notions de transport, de distribution, du fameux dernier kilomètre dans la logistique, de logistique inversée, c'est-à-dire qu'on va reprendre le produit à la fin pour le réintégrer en haut, en amont de la supply chain, etc., qu'on appelle la supply chain inversée, des notions de recyclage ou de réutilisation de produits. Et donc, en fait, aujourd'hui, dans l'entreprise, la supply chain est en train de prendre une place de plus en plus montante. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, et ça a été très bien dit, je crois, par Hélène, les achats sont partout, je vais vous le dire après, mais en même temps, aujourd'hui, dans la focale d'un dirigeant, quand on fait de la RSE, on doit être dans la preuve. On est dans le « say what you do and do what you say ». Et où est-ce que la preuve, elle arrive? C'est dans la supply chain. Voilà, c'est là où la démonstration est la plus forte aujourd'hui dans une démarche de RSE. Alors, je ne dis pas que le marketing n'a pas sa place, je ne dis pas que la finance n'a pas sa place, notamment j'enseigne à des futurs profils, je leur montre qu'ils ont leur place, mais la supply chain,
c'est le moment où on apporte les preuves que les biens ou que les services sont bien produits, réalisés, acheminés jusqu'au bout, ou approvisionnés ou sourcés en amont dans le respect de la RSE sur laquelle l'entreprise dit vouloir s'engager. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, la supply chain, donc qui est dans la RSE, va intégrer les aspects économiques, la dimension sociale, du social et la dimension de l'environnement. Et donc, on va pas parler simplement de supply chain management, on va parler de sustainable supply chain management. Voilà. Et je fais une petite nuance parce que parfois vous entendez parler de green supply chain. Je m'élève contre ce terme dans mes cours. Le green supply chain, ça c'était il y a longtemps quand on faisait de la chaîne verte. Ok, et on se disait, bon, ok, j'ai des produits plus verts, etc. En fait, aujourd'hui, quand on fait de la RSE, on sait qu'il y a le volet social à intégrer. Donc la supply chain ne doit pas simplement être que green, elle doit être aussi sociale. Et c'est là qu'on va parler de sustainable supply chain management. Est-ce que c'est clair pour vous? Voilà. Juste à ce sujet, je vais faire une petite interlude. Nous, on travaille pas mal avec le e-commerce, donc la Redoute, Cdiscount, etc. Et il existe une initiative qui s'appelle ICS, qui justement a permis d'éviter de faire des audits sociaux dans chacun des usines qui sont des produits, des marques qui sont vendues sur ces sites-là. Il y a une initiative qui s'est lancée à l'échelle mondiale où, pour éviter que à la fois la Redoute, puis Cdiscount, puis Lafayette, puis je sais pas quoi, lance un audit sur chacune des usines de production de ces marques, ils sont mis ensemble pour dire voilà, on va mettre un standard en place ensemble. On va tous mettre au pot sur une initiative globale, et on va lancer qu'un seul audit sur cette usine-là, mais on va en faire plus fréquemment, de manière plus contrôlée, etc. Donc il y a effectivement des initiatives qui se coordonnent aussi interacheteurs, et ça peut être aussi intéressant si on a des sujets là-dessus au niveau de la presse, puisque la PQR est quand même assez soudée sur ces sujets-là, de pouvoir aussi réfléchir à des initiatives en commun. Voilà, c'était juste une petite En tout cas, tu illustres parfaitement que le volet social est absolument essentiel aujourd'hui. Et donc, comme le disait Hélène, effectivement, les achats sont partout. Ils vont être déjà à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, rien qu'en reprenant la supply chain, je vais travailler avec les concepteurs, le service R&D, notamment quand je suis sur de la réflexion sur les produits éco-conçus. Donc, c'est très, 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 très en amont. On est dans les bureaux d'études, on est dans la phase de l'industrialisation, on est dans le transport, on est dans les éléments de stockage, on arrive jusqu'au point d'acheminement, jusqu'au lieu de vente. Voilà. En fait, la fonction achat est à tous les niveaux de l'entreprise, et je vais aller encore plus loin. Tous les services de l'entreprise sont susceptibles de faire des achats. J'achète d'ailleurs du mobilier, j'achète de la bureautique, j'achète de l'équipement pour mes équipes, je vais négocier la flotte des véhicules, je vais pouvoir participer peut-être à la rationalisation quand on achète, je ne sais pas, des gommes, des crayons, etc. Tout est achat. Voilà. Et en fait, la fonction achat, elle est partout. Et ça, c'est quelque chose un peu qu'on perd dans l'esprit. Et même la relation achat client-fournisseur dans l'entreprise aussi, elle existe. Voilà. Donc ça, c'était une notion qui me semblait peut-être importante de redire ce matin. Alors, si on s'intéresse à la fonction achat sur ce que j'appelle son socle de mission, au départ, l'acheteur est un négociateur. C'est quelqu'un qui apprend à négocier, qui apprend à acheter. Il y a des techniques pour ça. Moi-même, j'ai été formée à un moment donné. Ça peut être même très violent, notamment dans la grande distribution, quand on se bagarre pour du centime sur un kilo de pommes de terre. Voilà. L'acheteur, c'est aussi le cost killer. C'est celui qui va être en enquête partout dans l'entreprise. Où est-ce qu'on peut faire des économies? Où est-ce qu'on peut faire la chasse au coût dans les contrats, dans les fonctionnements? Ça peut être assez puissant. Et puis, l'acheteur, c'est un émetteur de contrats. Puisqu'on va entrer dans une relation d'achat, et il va être très vigilant, notamment sur les problématiques de clause. Et en général, son grand ami dans l'entreprise, c'est le juridique. L'acheteur, c'est aussi quelqu'un, ça a été dit, je crois, par Raphaël, qui est un contributeur à la définition du cahier des charges. À un moment donné, puisqu'on a vu que les achats eux-mêmes constituent un coût important et une part une moitié de part dans le chiffre d'affaires. Alors, bien sûr, c'est des chiffres qui sont à moduler. Selon les secteurs, ça va être du 30% ou du 70%, ça dépend. Mais je veux dire par là, c'est que
on comprend bien que l'acheteur, quand on remet en perspective, il est un contributeur essentiel dans la définition d'un cahier des charges. Et justement, dans la presse, est-ce qu'on a une idée un peu des chiffres, là, peut-être Audrey, de savoir le poids des achats ou même du papier, parce que c'est quand même un sujet important et qui est en plus en pleine inflation en ce moment. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner un petit peu ou pas? Je prends un peu à froid, là, désolé. Ouais, vous voulez quelle sorte de chiffres? Parce que c'est effectivement des sujets très divers, des façons d'acheter qui sont très différentes. Les principales sources d'achat dans un éditeur de presse, c'est quoi aujourd'hui? Chez nous, c'est la production, effectivement, qui est le plus gros pan, qui représente pas tout à fait 50%, mais pas très loin de la masse d'achat. Derrière, les postes les plus importants, c'est la DSI, indéniable aujourd'hui. Tout ce qui puis quand je dis DSI, c'est vraiment au sens large, à la fois la DSI pour faire vivre l'entreprise, tout ce qui est matériel et solutions de travail bureautique, et à la fois toutes les solutions de prod SI qui permettent de diffuser nos contenus correctement. Et l'autre très gros pan qui représente une bonne partie du portefeuille aussi, c'est la partie bâtiment. À la fois travaux, exploitation. Et voilà. Super. Et aussi Merci. une grosse partie du bilan carbone. Et une grosse partie du bilan carbone, à ceci près que le sujet du bâtiment intègre aujourd'hui plutôt bien ces notions de bilan carbone, à mon avis. C'est un des domaines les plus pollueurs, mais c'est aussi un des domaines qui travaille le plus sur la partie bilan carbone, recyclage, réemploi, etc. Donc, c'est un point qui est intéressant sur le volet RSE. Super, merci beaucoup pour ton intervention. Merci Audrey. C'est un contributeur aussi à la réflexion stratégique, notamment quand on réfléchit sur la répartition des activités, le mix dans le pilotage de filières. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a vraiment un rôle beaucoup plus large qu'on peut l'imaginer quand soi-même on n'est pas acheteur. C'est aussi quelqu'un qui est dans l'analyse des dépenses avec une approche qu'on appelle en coût complet. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours, mais vraiment, on sait réintroduire dans l'estimation de l'entreprise la notion de coût complet qu'on peut appliquer à plein de champs. Et en fait, mon propos, c'est de dire que l'acheteur, par sa position qui finalement est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus multiple qu'on peut l'imaginer, est aussi quelque part un catalyseur d'engagement. Parce qu'il peut faire transformer les choses, il peut aussi induire des évolutions de comportement et il peut aussi participer au déploiement d'opportunités, de gisements de toutes sortes, d'économie de coûts, d'optimisation de contrats, de réflexion dans la participation à la réflexion stratégique. Et ça veut dire qu'au niveau du dirigeant, un dirigeant doit vraiment savoir remettre en perspective ce qu'il peut attendre d'un acheteur. Donc ça, c'est ce que j'appelle le socle de mission. Et en fait, aujourd'hui, on ne parle plus de l'acheteur, on va parler de l'acheteur responsable. Et en fait, il y a une définition qui est donnée de l'acheteur responsable, notamment dans la charte relations fournisseurs dont on parlera tout à l'heure, qui est de dire tout simplement qu'un acheteur responsable, c'est quelqu'un qui est conscient des impacts dans ses choix, dans son accompagnement, dans tout ce qu'il peut faire dans l'entreprise, et qui est aussi conscient du fait qu'il faut prendre en compte un certain nombre de volets dans les décisions. Et ces impacts, il doit comprendre, c'est ce qu'on apprend en RSE, que ce sont des impacts qui peuvent être environnementaux, quand on produit des biens ou des services, ce sont les impacts sociaux sur les salariés, les utilisateurs, les consommateurs, et puis les impacts sur la société dans son ensemble, donc c'est ce que j'appelle aussi le social externe, et puis les impacts sur les fournisseurs et le fonctionnement même des fournisseurs. Donc ça, c'est une définition officielle de ce qu'on appelle l'acheteur responsable. Donc l'acheteur est un consommateur, un peu comme nous, c'est-à-dire que par le choix de ses achats, il va influencer derrière le marché. Absolument, on peut appliquer complètement ce raisonnement-là
Et j'y ajoute même la dimension pour moi, il y a une responsabilité vis-à-vis des fournisseurs. Voilà, qu'on va aborder tout de suite. C'est-à-dire que pour moi, il y a 3 dimensions. Il y a le fait que l'acheteur, il doit veiller aussi à amener ses fournisseurs à devenir des fournisseurs responsables. C'est-à-dire qu'il doit les rendre engagés, volontaires, pour prendre en compte leurs propres responsabilités sociétales. Et juste faire une aparté là-dessus, excuse-moi, je te complète aussi sur ce qu'on voit, nous, sur le terrain aussi, auprès des décideurs, des grands donneurs d'ordre dans les grandes entreprises, dans les achats publics, etc. À ce jour, vous avez 20% à peu près des critères de sélection qui sont basés sur des critères responsables. La tendance qu'on est en train de voir d'ici les 3 prochaines années, c'est que ces critères de 20% vont passer à 50%. Donc, on est en train aujourd'hui de transformer le modèle économique par l'achat aussi, et par les critères d'achat et les cahiers des charges qui sont associés à ça. Voilà. Absolument. Donc, en fait, en termes de périmètre et de responsabilité d'action, il y a 3 dimensions. Donc, ce que je disais, qui n'est pas évidente, hein, mais aujourd'hui, c'est avéré, et notamment par rapport à cette notion de donneur d'ordre, on doit accompagner ses propres fournisseurs pour les rendre plus responsables. On doit soi-même être dans des achats responsables. C'est-à-dire que soi-même, dans l'application de la relation contractuelle, on doit être dans la notion des relations loyales, des relations respectueuses, mutuellement bénéfiques. Voilà. Et puis, on doit aussi veiller dans sa propre entreprise à ce que les produits et les services qui sont développés soient orientés responsables. C'est-à-dire qu'on va réintégrer toutes ces notions de RSE dans le cycle de vie du bien qui est produit. Et voilà. Et l'acheteur lui-même donc est complètement aussi réintégré dans ce périmètre-là. Et quand on n'est pas acheteur, on n'est pas forcément conscient que la fonction achat comprend ces 3 volets-là. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit tour sur ce qu'on appelle le cadre référentiel des achats responsables. Le temps est assez court. J'ai trop de slides parce que je suis trop consciencieuse, mais je le savais. Je vais aller assez vite sur certains. Ce qui me paraît peut-être intéressant, c'est de vous redire qu'en fait, il y a eu tout un ensemble de cadres législatifs qui a encadré le délai maximum de paiement. Ça, c'était la loi LME en 2009. Vous avez aussi toute une régulation sur les marchés publics. Il y a le code des marchés publics. Il y a eu la loi Hamon aussi qui a redonné une place importante au CAC dans l'entreprise, notamment sur le suivi, le contrôle, etc. Voilà. Et puis la DGCCRF, qui est le grand organe qui fait peur à tout le monde, qui vient contrôler que vous mettez bien les choses en application. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est, si on est vraiment sur les achats responsables, c'est de focaliser sur 2 lois majeures. Et là, je n'ai pas affaire à des juristes, j'ai affaire à des personnes qui vont avoir besoin juste du minimum. Loi Sapin 2, devoir de vigilance. Alors, de quoi parlons-nous ? Le ministre Sapin, on est en 2016, et l'idée, c'était d'avoir une loi qui soit poussée sur la transparence, la lutte contre la corruption et l'idée de moderniser la vie économique. Et donc, on voulait modifier les usages sur les problématiques de corruption et de fraude dans les entreprises. Et là, bien entendu, les acheteurs sont visés. Voilà. Et donc, ça s'est mis en application dès juin 2017 sur les plus grandes entreprises, parce que c'est là où l'enjeu est le plus conséquent. Ils ont même à l'époque créé l'Agence française anticorruption, voilà, pour montrer que ça allait loin. Sur la fonction achat proprement parlée, il y a 2 mesures qui sont importantes et qui vont impacter la vie de l'acheteur. C'est de devoir réaliser une cartographie des risques de corruption et de mettre en place une procédure pour évaluer tous les tiers, c'est-à-dire les clients et les fournisseurs de premier rang, ou ceux éventuellement qui sont positionnés sur la cartographie, parce que l'idée, c'est vraiment d'empêcher, d'encadrer ces problématiques de fraude et de corruption. Voilà. C'est assez compliqué à mettre en place et souvent, les acheteurs se font accompagner par des experts sur ces questions-là. Ça, c'est les 8 piliers de la loi Sapin, on va pas les développer. Je vous ai juste mis en exergue la cartographie des risques, qui est le 3e pilier, et la procédure d'évaluation de la situation des clients et des fournisseurs, qui est le 4e. Voilà. La 2e grande loi à connaître, c'est le devoir de vigilance. Là, on est en 2017. C'est dans le monde de la mode, 2013, la catastrophe au Bangladesh, ce qu'on appelle l'affaire Rana Plaza, et on s'est rendu compte que dans la supply chain, dans les achats notamment, il n'y avait pas suffisamment de contrôle sur ce qui se passait dans la sous-traitance chez les fournisseurs, notamment à l'autre bout de la planète. Voilà. Donc, c'est mis en place ce fameux devoir de vigilance qui a été de vouloir
prévenir des conséquences dites fâcheuses de choix commerciaux et d'investissement, avec le principe d'obliger à plus de transparence, plus de rigueur du côté de la chaîne de production, de la supply chain, qui est une énorme donneuse d'ordre. Voilà. Ça s'appliquait pour les très, très grandes entreprises. C'est en train de s'élargir, mais c'est un socle à connaître. Voilà. Ce que je peux vous en dire, c'est que ça oblige à mettre en place ce qu'on appelle un plan de vigilance, c'est-à-dire qu'on va vérifier, en étant grande maison mère ou holding, que dans toutes les filiales, que chez tous les sous-traitants, que tous les fournisseurs qui sont concernés par nos achats vont respecter notamment le droit essentiel, le droit essentiel, ce qu'on appelle les droits humains. Voilà, on est sur un socle de droits assez fort, avec lequel ça nous paraît tellement évident parce qu'on est en Europe, mais je peux vous dire qu'en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, toutes ces notions de sécurité des travailleurs, de bonnes conditions de travail, de vigilance sur la santé, etc., ce n'était pas du tout respecté. Et donc, le plan de vigilance oblige à y aller. Donc, pour les achats, ça va obliger notamment à mettre en place ce qu'on appelle une cartographie qualitative et quantitative des risques avec la hiérarchisation donc de ces risques, des procédures d'évaluation régulières. Voilà. Et donc, ça, c'est quand même important à avoir en tête. Vous aviez déjà entendu parler du devoir de vigilance ou jamais? Je vois Audrey qui opine du chef. Voilà, mais apparemment, à part ceux qui ont été formés aux achats, c'est une loi qui est assez méconnue. Mais sachez que vous soyez dirigeant à une direction marketing ou autre, sachez que c'est un paysage aujourd'hui qui encadre terriblement l'entreprise dans sa façon d'acheter. Voilà. Et donc, le devoir de vigilance impose aussi de mettre en place les actions qui vont permettre d'atténuer les risques. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement à faire un diagnostic et une cartographie, on va aussi attendre des entreprises qu'elles aillent sur l'atténuation des risques ou sur la prévention de ces risques, parce que parfois, on ne peut pas toujours les prévenir, mais au moins ou les atténuer ou les prévenir quand c'est possible. Voilà. Et juste, j'aime bien mettre, Sandrine, en parallèle cette notion de devoir de vigilance avec la REP, la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire qu'on a une vision très amont là, avec les achats, mais il y a aussi une vision aval qui existe et qui est le pendant, on va dire, ce devoir de vigilance, c'est la responsabilité élargie du producteur qui met en avant la notion de pollueur-payeur. Et effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'est que l'entreprise est aussi responsable des produits qui sont mis sur le marché, de sa conception jusqu'à sa fin de vie. Et je sais que, notamment avec la presse qui est présente aujourd'hui, on a des liens très forts avec Citeo qui est en lien avec ces sujets-là, où ça évolue aussi très fortement sur le marché aujourd'hui, justement sur ces sujets-là. Il y a des initiatives qui sont mises en place, comme notamment, je pense à Ouest France, qu'on connaît bien, qui est en train de mettre en place des systèmes, en train de tenter de récupérer aussi les journaux qui sont déposés chez les abonnés. Donc, il y a aussi tout ce sujet-là aujourd'hui qui est en mettre en parallèle à tout ça. OK. Tu as tout à fait raison. Et l'autre notion qui est intéressante, c'est que derrière, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en début, en entrée, quand on parlait de Manitou avec Florian, c'est la notion du suivi. C'est de mettre en place des KPI et on est dans la mesure. Voilà. Et on va jusqu'au bout de tout ça. Alors, aujourd'hui, j'ai été voir, il y a une étude BPI qui était sortie en 2019 qui disait, quand on fait un petit état des lieux, quand interrogé, il y a 38% des fournisseurs qui soulignent que la pertinence des sollicitations RSE n'est pas toujours au rendez-vous. Donc ça, c'est intéressant. 63% des fournisseurs n'estiment pas leurs clients comme matures concernant les thématiques RSE. Intéressant. 87% des fournisseurs ne sont pas accompagnés par leurs clients dans leur démarche RSE. Ça veut dire que l'acheteur n'est pas suffisamment présent. C'est quand même très intéressant. Voilà. Et par contre, du coup, le devoir de vigilance, cette loi-là, est attendue comme un élément qui doit améliorer. Elle est conçue aujourd'hui, pensée, appréciée comme un levier de progrès dans les organisations au niveau de la direction des achats. Et du coup, la direction des achats doit être pensée comme ce qu'on appelle le business partner pour gérer le capital fournisseur voilà, tout au long de la supply chain. Parce que le capital fournisseur, c'est la problématique du pilotage du risque. Un fournisseur qui met en position de risque, ça met en danger l'entreprise.
C'est ça aussi qu'on appelle le capital fournisseur. Un fournisseur qui a moins de risques, c'est un fournisseur qui va avoir de la pérennité. Et un fournisseur qui a de la pérennité, on le sait, et vous êtes là parce que Positive Workplace vous essaye de vous amener encore plus sur ces sujets, et moi je l'enseigne, c'est la RSE qui permet aussi d'assurer la pérennité d'une entreprise. Parce que demain, une entreprise qui ne fait pas de la RSE, sa pérennité est un petit peu mise à mal. Alors, ce que je peux aussi vous dire pour terminer sur le devoir de vigilance, il y a une structure qui s'appelle l'ORS, l'Observatoire de la RSE, voilà, qui fait des recommandations et des fiches avec tout un dispositif de conseils que vous pouvez aller chercher. L'ORS, c'est un écosystème extrêmement intéressant. Ils ont un site très bien fait avec beaucoup de ressources. Je vous invite vraiment à y aller. Alors, en termes d'outils, il y a la charte éthique. Vous avez entendu certainement parler de la fameuse charte relations fournisseurs responsables. En fait, c'est né en 2010. C'est au départ le service de la médiation interentreprise où il y a eu un rapport d'établi qui a voulu montrer quelles étaient les mauvaises pratiques dans les relations d'affaires. Donc, il y a un rapport, le rapport Volo, qui a mis en avant ces 36 mauvaises pratiques. Et l'idée, c'était de dire, justement, parce qu'il y a des mauvaises pratiques, on va essayer de construire une relation équilibrée, durable entre les entreprises et leurs fournisseurs. Et en fait, l'idée, c'était de définir ce qu'ils appellent un cadre de confiance, donc une charte, mais qui soit réciproque entre le donneur d'ordre et le fournisseur qui va être signataire de la charte. Et cette charte comprend 10 engagements. Et aujourd'hui, elle est intéressante parce qu'elle, à mon sens, elle fait vraiment foi. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, voilà, je vous ai mis les 10 engagements de la charte relations fournisseurs. On est dans l'équité financière, favoriser la collaboration, réduire les risques de dépendance. Ça, c'est très intéressant. Impliquer les grands donneurs d'ordre dans leur filière, réfléchir toujours en appréciant ce qu'on appelle le coût total de l'achat, bien entendu, mettre en exergue la prise en compte de l'impact environnemental, la responsabilité territoriale de l'entreprise. Ça, c'est un volet super intéressant puisqu'on sait que dans la RSE, l'ancrage local et la responsabilité territoriale d'une structure, quelle que soit sa taille, c'est essentiel. Et ici, c'est dans cette charte relations fournisseurs responsables. On organise la relation fournisseur. La fonction achat, c'est elle qui est en charge de piloter tout ça. Et on est aussi dans l'encadrement de la rémunération des acheteurs. Voilà. Voilà, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Voilà, ça c'est les focus que j'aurais pu vous dire, c'est favoriser la collaboration et apprécier le coût total, l'impact environnemental et la responsabilité territoriale. C'est dit autrement, dans les 10 engagements, ce qui me semble les mettre le plus en exergue, la responsabilité de l'acheteur. Voilà. Je ne vous fais pas ça, on n'a pas le temps, il est 46, on va plutôt faire de la place aux questions. Voilà, ça c'est un peu de la loi, le coût total des achats, je ne reviens pas dessus, c'est quand même assez intéressant. Enfin, bref, acheteur, c'est un métier, acheteur responsable, c'est encore plus un métier, quoi. Voilà. Je passe ça, voilà, ça vous l'aurez, c'est pas grave. On partagera le document, si tu es d'accord, voilà, Sandrine. je vous enverrai des éléments. Et alors, l'autre outil sur lequel je voulais passer un peu de temps, c'est la cartographie des risques dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, dans l'entreprise, ce qu'il faut savoir faire, c'est prendre des bonnes décisions. Donc, quand on fait une matrice de matérialité, vous avez appris ça, ce que c'est en RSE, on est dans un outil d'aide à la prise de décision. Et bien là, on va être dans la même logique autour des risques liés aux achats. Donc, la cartographie des risques, ça va être ce qu'on appelle un outil de risk management, ce que j'ai dit, pour avoir une vision claire des risques, construire le référentiel, établir une échelle, voir quels risques on maîtrise, quels risques on ne maîtrise pas, évaluer leur probabilité d'arriver ou pas, et de se dire qu'est-ce que je vais faire en face de chaque risque, comment je vais le traiter. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la matrice de criticité. Alors, ça peut prendre plein de formes, hein. C'est comme dans la cartographie des parties prenantes, dans la RSE de base, ça peut prendre forme, plein de choses. Ça peut être très joli. Là, vous avez une demi-fleur. Là, vous avez une présentation en histogramme. Voilà, c'est simplement pour dire qu'il n'y a pas une cartographie type. Chaque entreprise, par sa culture, son service marketing ou communication qui peut aussi aider à mettre en forme les choses, d'être accompagné ou pas par un cabinet. Voilà, la cartographie des risques peut prendre plein de formes. Et derrière, on va évaluer ce qu'on appelle les risques critiques, les risques élevés ou les risques modérés pour en face, au niveau des achats, décider d'un certain nombre d'actions. Et donc, on va établir ce qu'on appelle derrière un diagramme, le diagramme de Farmer, qui va nous permettre de classer les notions de risque en termes d'occurrence et d'impact.
Donc, alors des fois, l'échelle de probabilité d'occurrence, elle est en ordonnée, en verticale, des fois elle est en abscisse, ça dépend des entreprises. Et puis en face, on va mettre l'impact, le niveau de gravité du risque. Est-ce qu'il est mineur? Est-ce qu'il est significatif? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est très grave? Voilà, et c'est ce qu'on va appeler le diagramme de Farmer. Là, vous en avez une autre représentation. Donc, là, vous avez le risque non significatif, mineur, modéré, majeur. Ouais, dans l'industrie, on appelle ça des AMDEC aussi, indice de mode de défaillance de leur effet et de leur criticité. Voilà, et donc en fait, l'idée, elle est toute simple, c'est de dire, on établit la cartographie, on fait un ranking en termes d'occurrence, en termes d'impact, on le positionne sur une matrice, qui est celle-ci. Là, j'ai été le chercher, c'était pour dire que du coup, l'entreprise, je vais faire attention au déplacement de mes risques. Je vais essayer de les ramener quand mes risques sont comment dit-on, à impact fort. Je vais essayer de réduire, voilà, et un risque 7, je vais essayer de le ramener dans une case majeure à une case modérée, ou un risque 9 qui aujourd'hui est très, 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 très embêtant dans le pilotage de l'activité. Selon l'entreprise, je peux faire le choix carrément de vouloir le rendre pas modéré, mais mineur. Voilà, c'est simplement pour dire, on va se positionner en termes de projection, où est-ce qu'on veut prendre des mesures pour réduire les risques, les atténuer ou les déplacer, en tout cas sur cette matrice. Voilà. Et donc, notre diagramme de Farmer va nous permettre d'avoir une vision en disant, voilà, là, je sais que c'est pas souvent, c'est pas trop grave, mais ça existe. Là, c'est plus conséquent. J'essaie d'établir à chaque fois combien j'ai de risques. Et quand j'ai des risques qui sont dans le quartile tout en haut, c'est très, très, très embêtant et je ne peux pas laisser les choses en l'état. Voilà, d'autres exemples de Farmer. Voilà. Je vais vite. Quand on parle de normes et de labels, il y a une norme qu'il faut connaître, c'est l'ISO 20400, qui est la norme internationale. Donc, c'est la norme dans les achats déclinée de la 26000 que vous connaissez tous. Elle est intéressante parce qu'elle est issue de l'ISO, l'International Standard Organization. Donc, ça veut dire qu'elle est mondiale, qu'on soit dans l'import-export ou qu'on soit soi-même une entreprise avec des entités un peu réparties dans le monde. C'est une norme qui peut faire foi. Elle se présente, alors les normes, les juristes sont en général des gens qui nous font des pavés comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est que pour la comprendre, elle a deux fascicules. Un fascicule à l'attention des directions d'entreprise qui va donner les grandes lignes directrices de la stratégie de l'organisation des achats derrière, et puis après, pour les acheteurs, il y a le fascicule pour les fonctions opérationnelles avec un certain nombre de recommandations détaillées. Donc voilà, et donc quand on est derrière ça, quand on est acheteur, puisque là j'ai affaire à des acheteurs ou des gens qui s'intéressent aux achats responsables, je vous ai mis en gras sur le fascicule des fonctions opérationnelles. On va vous donner des notions sur le champ des notions de la formation, la sensibilisation du personnel et des parties prenantes sur ces questions, comment définir ou mettre en œuvre des actions concrètes, l'encadrement sur tous les moyens et les supports, comment la planification doit être prévue, la définition des fameux critères d'achat, voilà, parce qu'on a dit que c'était important, la responsabilité dans le choix des fournisseurs, comment c'est impactant, comment attribuer un contrat à un fournisseur responsable, tout le pilotage de la gestion des contrats. Je vous ai dit que l'acheteur dessus était un pilote de contrat avec tout ce que ça concerne derrière en termes de clauses, de responsabilité. Et puis, c'est aussi le fait qu'il y a des contrats et qu'il ne faut pas en avoir une vision statique, mais une vision dynamique, c'est-à-dire chaque année, on revoit ces contrats, les enseignements qu'on peut en tirer pour toujours améliorer le process de contractualisation. Voilà. Et puis derrière, tu l'as mis dans le schéma de présentation sur Mani tout à l'heure, Florian, c'est la notion d'un contrôle continu et de mesure toujours de la performance. Voilà. Ça, c'est pour la norme ISO 26000. Voilà, si vous voulez plus de détails, ça se trouve, ce n'est pas un souci, c'est révisé tous les 5 ans. Et il y a eu un baromètre fait en 2018 qui disait que 66% des responsables interrogés au sein des entreprises connaissent l'existence de la norme. Donc, c'est mieux, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. On a fait un petit tour. Je pense qu'on peut laisser un peu de temps, Sandrine, pour un peu de questions-réponses, peut-être. Je vois que le temps passe. Ouais. Est-ce que déjà, c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que, je pensais à Audrey, là, il y avait peut-être d'autres acheteurs ou acheteuses avec nous aujourd'hui qui voulaient peut-être témoigner. Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses dans vos entreprises? Est-ce que vous avez formalisé justement cette gestion des risques, cette politique d'achat responsable? Est-ce que vous avez des audits sur les fournisseurs ou est-ce que c'est encore naissant chez vous ou c'est en projet? N'hésitez pas si vous voulez
prendre un peu la parole aussi. Ça peut être intéressant de partager. L'objectif de ces réunions, c'est aussi de partager d'un éditeur à un autre les bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des choses à témoigner ou des points que vous voulez aborder? Alors déjà, qui avait entendu parler de la 20400? Non, moi j'avais une question. Oui. Après, je suis désolée parce que nous, c'est vraiment des petits achats qu'on fait, etc. Mais je me dis, c'est par rapport aux goodies, aux publicités sur le lieu de vente, enfin tout ce qu'on peut faire comme support et qui sont quelque part aussi, qui montrent la preuve qu'on a envie d'aller dans le bon sens. Oui. Et on est confronté des fois à des problèmes. Là, par exemple, je vois, j'ai commandé des câbles de charge recyclables en fibre de maïs pour recharger les téléphones. Ouais. On était super contents de notre opération. On s'est dit, voilà, on va montrer que voilà, on y va. Et sauf que j'ai reçu les goodies et en fait, ils sont made in China. Et donc, à chaque fois qu'on fait des achats, ou alors on avait trouvé un imprimeur qui faisait des trucs sur des PLV sur du papier recyclé avec des encres à l'eau, etc. Sauf que ce n'est pas un producteur local, il est à Angoulême. Enfin, à chaque fois, du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui est le mieux d'acheter, en fait? Ouais, c'est une vraie complexité, le métier d'acheteur aujourd'hui. C'est compliqué. Alors, merci Hélène de cette intervention. Moi, je dirais, il n'y a pas de petits achats. C'est un peu comme dans la démarche citoyenne. On dit aujourd'hui que l'engagement citoyen, c'est près 25% si on veut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et que le gros vient de l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord. En même temps, je pense qu'il faut appliquer la théorie du colibri où chacun fait sa part. Donc, tout service dans une entreprise, quel que soit le service, le service marketing, le service communication, le service administratif, tout le monde, dans ses choix, peut porter une responsabilité, quel que soit le niveau. Et comme on dit toujours que les petites rivières font les grands fleuves, eh bien oui, toutes les petites rivières sont les bienvenues. Et c'est compliqué. Et c'est là on s'en rend compte qu'effectivement, dans les achats, il n'y a pas que la matière première, il y a aussi où est-ce que c'est fait, les problématiques d'acheminement, etc., etc. Et effectivement, il y a encore aussi aujourd'hui beaucoup de choses qui sont faites en Chine. Alors, la Chine essaie de faire des choses. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner la RSE à des Chinois. C'est en train d'arriver, mais c'est vrai que c'est lent, c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, il faut faire du mieux qu'on peut. Et ça veut dire que c'est la notion de traçabilité qui est énorme. C'est-à-dire que la gestion de la donnée dans les achats, elle est fondamentale. Parce que c'est le maximum d'informations sur le produit qui va nous permettre de voir s'il remplit toutes les cases. Et le fait de remplir toutes les cases, c'est compliqué. Et je n'ai pas de solution. Voilà. On peut vous conseiller l'entreprise B-Site qui est labellisée 3 étoiles chez nous. Il n'y a que 3 entreprises à ce jour qui ont atteint ce niveau-là. Ils font des goodies responsables et ils font l'empreinte carbone de tout ce qu'ils vendent. Donc, avec une traçabilité parfaite de tous leurs produits, etc. Donc, je vous l'ai mis dans le chat. N'hésitez pas à les appeler de notre part. En plus de ça, vous avez des réductions. Mais voilà, c'est une entreprise qui est extrêmement engagée sur ces sujets-là. Et qui fonctionne bien. Juste, il reste 3 minutes. On a peut-être une dernière question avant que je remercie Sandrine. Et le temps que vous réfléchissiez peut-être à votre dernière question, je voulais juste vous avertir que la semaine prochaine, jeudi prochain, le 9 juin à 11h, on anime un atelier un peu sur ce format-là, mais qui va être vraiment assez changeant d'habitude, j'ai envie de dire. On va travailler le sujet d'accueillir le handicap en entreprise. Et vous allez avoir 2 témoins, une entreprise qui a 20% de ses effectifs en situation de handicap, qui est labellisée Positive Workplace. Et puis, vous avez aussi une autre entreprise qui est unipersonnelle, Mireille Schauer, qui accompagne les entreprises sur l'accueil des personnes en situation de handicap, qui elle-même est en situation de trouble autistique en plus, qui vont pouvoir témoigner des bonnes pratiques, comment on fait aujourd'hui pour recruter des personnes en situation de handicap, comment on fait pour les intégrer dans les entreprises, comment on les fait progresser, etc. Franchement, ça va être un atelier hyper intéressant. Je vous envoie le lien dans le chat, mais n'hésitez pas à vous inscrire, ça sera très riche en termes de retour d'expérience, parce que beaucoup d'entreprises posent la question, comment je fais moi j'aimerais avoir plus de personnes en situation de handicap, mais c'est compliqué, je ne sais pas faire. Il y a plein d'astuces qui existent et on va les aborder lors de cet atelier-là. Voilà. Ce n'est pas ouvert que à la PQR, c'est ouvert à tout le monde, mais je vous mets le lien là-dessus. Il est 9h59. Ça peut diffuser au RH qui sera intéressé. N'hésitez pas en tout cas à le communiquer. Raphaël avait une dernière question. Je sais que vous avez peut-être démarré sur d'autres réunions comme nous. Je suis désolé. Du coup, on a moins d'1 minute pour répondre à la question. On t'écoute, Raphaël.
Juste savoir s'il y a des dispositifs pour accompagner les directions des achats, parce que là, ça repose beaucoup sur elles, se former, lire, participer à des webinaires. Est-ce qu'il y a des dispositifs d'accompagnement, de formation, des aides, l'ADEME ou des choses comme ça qui peuvent permettre de monter en puissance et en compétences plus rapidement peut-être? Alors, je ne sais pas répondre spécifiquement à la question, parce que c'est vrai qu'on ne me l'a jamais posé directement comme ça. Par contre, je sais qu'il existe des cabinets qui peuvent vous accompagner Ouais. dans les achats. Et donc, c'est à la fois la vertu de quelque part vous former et en même temps d'assurer un accompagnement sérieux, parce qu'à un moment donné, c'est comme quand on lance une fusée, il faut passer du temps sur la rampe de lancement. Et ces cabinets sont là aussi pour vous aider sur la rampe de lancement. Donc, parfois, ça vaut le coup d'investir avec un accompagnement qui va aussi devenir une étape de formation pour l'acheteur. Voilà. Et sur la place, Parfait. il existe plein de cabinets, je ne peux pas le développer. Et bien entendu, donc merci pour votre attention, parce que le temps malheureusement, on se rend compte de la limite du format. C'était une première avec Charles, hein, de tenter ce format-là. J'aurais pu vous dire encore beaucoup de choses sur un éclairage sur les achats. Le contexte est fort, la mondialisation, la crise des matières premières, la Covid-19 qui a encore plus fait ressortir des éléments sur la place de la supply chain, et même la crise en Ukraine actuelle va encore plus donner de poids à cette fonction des achats responsables en entreprise. Voilà. Excellente conclusion. Merci beaucoup, Sandrine. Merci d'être présent assez nombreux aujourd'hui. J'étais étonné du taux de présence. Merci beaucoup. On voit que le sujet a intéressé pas mal de monde. On a enregistré cet atelier. On va vous le diffuser ainsi que les slides, etc. Et si vous êtes d'accord, on peut le mettre en ligne. Je ne crois pas qu'il y ait d'éléments confidentiels qui étaient abordés lors de cette réunion. Un grand merci à tous. Rappelez-vous, on va peut-être arrêter l'enregistrement. Excusez-moi.